Candidat à la présidentielle ivoirienne, Jean-Louis Billon ambitionne de bâtir une Côte d'Ivoire enfin réconciliée et souveraine. Soutenu par le Congrès démocratique CODE, Jean-Louis Billon détaille les axes prioritaires de son projet de société pour une Côte d'Ivoire prospère. Monsieur Jean-Louis Billon, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24 pour cet entretien exclusif. Merci. Vous proposez aux Ivoiriens un projet de société basé sur 5 piliers, notamment la souveraineté économique, le capital humain, la cohésion sociale, le développement territorial, la gouvernance et l'état de droit. Vous plaidez notamment pour une nouvelle génération de leadership. Comment entendez-vous incarner ce changement ? Alors, bien sûr, je prône une nouvelle génération parce qu'il est normal que pour les 25 prochaines années, nous commencions avec la génération qui est née après les indépendances. Jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a été dirigée que par des présidents qui sont nés avant les indépendances. Il est grand temps que l'on rajeunisse complètement la classe politique ivoirienne et que ce soit une toute nouvelle génération qui commence. Je suis le plus jeune des candidats et je compte véritablement incarner ce changement, cette rupture. Forte de votre double expérience en tant qu'homme d'affaires et ancien ministre du Commerce de 2012 à 2017, vous présentez comme une alternative justement dans ce scrutin. Comment ces parcours, selon vous, vous confèrent-ils un atout pour diriger la Côte d'Ivoire ? Alors le pédigré que j'ai, à la fois acteur économique et acteur politique, est exceptionnel dans le paysage politique ivoirien. Jusque-là, on a toujours été dirigé que par des administratifs. Et ceux qui se présentent le sont également. Moi, j'arrive fort d'une expérience économique et d'une expérience politique. Et je dirais même que c'est une expérience politique que beaucoup d'entre eux n'ont pas, malgré le fait qu'ils ne soient que des acteurs politiques. Doublé du volet économique, je connais mieux les préoccupations des Ivoiriens, je connais mieux le secteur privé qu'eux. On ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis dans tous les sens du terme, sur le plan politique, économique et social. Donc, c'est un avantage compétitif que j'ai sur eux. Les préoccupations des Ivoiriens, je les connais, je les comprends mieux qu'eux. Je les vis. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire devrait connaître une croissance économique de 6% en 2025, portée par les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Quelles sont vos priorités économiques pour une économie souveraine en Côte d'Ivoire ? Alors, vous faites bien de remarquer que je parle de souveraineté économique. Beaucoup parlent de souveraineté et souvent de souveraineté politique. Mais la vraie décolonisation, c'est la décolonisation économique. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse avoir une économie résiliente, une économie forte, faire en sorte que les Ivoiriens soient les premiers bénéficiaires de leur croissance économique et de leurs activités économiques, sans remettre en cause l'investissement direct étranger qui est utile pour un pays, pour une économie. Il faut faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Et c'est pour ça que je prône la préférence nationale et le nationalisme économique. Bon, ensuite, pour que cette économie soit forte, il faut une population en bonne santé et bien formée. D'où le capital humain qu'il va falloir améliorer. Préparer notre jeunesse à un avenir meilleur passe par une préparation depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Mais vous avez mentionné les 6% de croissance. C'est faible. Pour un pays en construction comme la Côte d'Ivoire, c'est faible. Et reposer que sur ces secteurs-là, agriculture, mines, et surtout l'investissement public, parce que c'est dessus que repose la croissance du système RHDP, la croissance devra désormais être le fruit de l'initiative privée. De sorte que ce soit les Ivoiriens qui aient plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois, plus d'activités rémunératrices. C'est là la véritable croissance. Maintenant, atteindre 10% de croissance, 12% de croissance, c'est réalisable. Le secteur agricole constitue l'un des piliers, effectivement, de l'économie ivoirienne, qui représente plus de 25% du produit intérieur brut. Plus de 50% de la population active y travaille. Quelles sont vos propositions
pour soutenir et dynamiser les acteurs de ce secteur? Merci. Alors, vous savez que je suis aussi un acteur de l'agro-industrie, depuis la plantation jusqu'au produit fini. Donc, il faut que nous ayons plus de produits transformés. Il est hors de question que l'on continue d'exporter autant de matières premières. Donc, sur le plan agricole, on doit transformer encore plus notre cacao, on doit transformer encore plus notre noix de cajou et transformer encore plus les autres secteurs. Restructurer les anciennes filières agricoles et ajouter de nouvelles filières. Et je compte réinstaurer la caisse de stabilisation des produits agricoles, qui a été démantelée pour des questions de gouvernance et pas pour des questions d'efficacité. Donc ça va redonner une nouvelle dynamique au secteur agricole. Je tiens à dire que, par exemple, quand le gouvernement fixe le prix du cacao à 2800 pour la campagne, c'est arriéré comme système. Le prix du cacao peut être vu soit mensuellement, soit de façon hebdomadaire. Parce que c'est un prix fluctuant. Et comment? Mais on fait une moyenne et puis on décide que de telle date à telle date, le prix sera fixé à temps. Au lieu de le fixer une fois pour une campagne entière. C'est comme ça que l'an dernier, le planteur ivoirien a perdu beaucoup d'argent quand le prix a atteint 11 000 $ la tonne. Il n'en a pas bénéficié. Alors que si c'était revu régulièrement, il en aurait bénéficié automatiquement. La population ivoirienne reste majoritairement jeune et urbaine à 52,5%. Par ailleurs, le taux d'analphabétisme atteint 51,5%, constituant un frein au développement du capital humain. Quelles solutions proposez-vous pour éradiquer l'analphabétisme en Côte d'Ivoire? Alors, l'éducation et la santé sont les parents pauvres de la gestion du RHDP. Ce n'est pas uniquement construire quelques écoles et quelques centres de santé. Il faut revaloriser les enseignants et les agents de santé. Il faut avoir des établissements plus modernes. Ce n'est pas concevable aujourd'hui que nous ayons une université d'Abidjan sans bibliothèque moderne. Et avec tous ces développements qu'on constate là, selon vous, il y a un manque? Mais c'est insuffisant. Rien n'a été fait. C'est insuffisant. Et en plus, je parle du qualitatif. C'est le contenu aujourd'hui. Je parle du qualitatif. Donc, plus d'écoles et se fixer des standards. À combien de mètres de son domicile un enfant va-t-il trouver une école primaire? À combien de kilomètres un adolescent va trouver un collège? À combien de kilomètres se trouve la première université? Ce sont des standards qui existent dans le monde moderne. Il faut que la Côte d'Ivoire se modernise. Donc c'est une toute nouvelle vision, une toute nouvelle gouvernance que j'apporte. Pas seulement une nouvelle vision, une nouvelle génération en âge, mais aussi en gouvernance. C'est un nouveau logiciel. Et dans le cadre de la lutte contre le chômage, qui reste un enjeu majeur, avec un taux de chômage projeté à 2,5% en 2025 et 2,3% en 2026, quelles sont vos solutions? Est-ce que vous y croyez quand vous entendez ces chiffres-là? Monsieur Billon, quelles sont vos propositions pour lutter contre le chômage? 2,5% de taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est un débat que j'ai eu personnellement au gouvernement et j'ai dit c'est faux. La première préoccupation de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, c'est l'emploi. Et l'emploi reste cette préoccupation depuis des années. Sur 10 courriers que je reçois, j'ai 6 demandes d'emploi tous les jours. Vous êtes plus près de 26% de taux de chômage que de 2,5%. Pourquoi? Parce que on va vous dire, quelqu'un qui a une activité n'est pas un chômeur. Mais je suis désolé, quelqu'un qui vend un sachet d'eau au bord de la route, ce n'est pas une véritable activité. Il est dans la survie, c'est la débrouillardise. Ce n'est pas un emploi.
Donc moi, je viens avec un plan stratégique pour l'économie ivoirienne, justement pour faire en sorte que nous ayons plus d'investissements, que nous ayons plus de création d'emplois, que nous ayons plus de pouvoir d'achat, parce que plus de revenus. Voilà la réalité. Et arrêtons de mentir aux Ivoiriens, ils ne sont pas dupes. Une partie importante de la population ivoirienne reste exclue des retombées de la croissance économique, avec un taux de pauvreté particulièrement marqué en milieu rural de 54,4% contre 22,2% en zone urbaine. Quelle politique spécifique comptez-vous mettre en œuvre pour réduire les inégalités régionales et sociales? Alors, vous comprenez que par rapport à la question précédente, on ne peut pas avoir 2,5% de chômeurs seulement et avoir 54% de taux de pauvreté. Donc, en zone rurale. Il y a même une contradiction. Alors, quand je parle de développement durable, développement équitable, développement territorial, c'est justement pour que tout ne se joue pas sur Abidjan. Abidjan, c'est 20% de la population qui y vit. Il faut penser aux 80 autres pourcents. Ils sont à l'intérieur du pays. Donc, mon plan stratégique fait en sorte que l'avantage compétitif de chaque région soit reconnu et qu'on y mette l'accent. Différents pôles économiques. Si transformation du cacao, il doit y avoir, ça peut se faire à l'ouest. Si transformation de la natcarde, il doit y avoir, ça doit se faire au nord. Vous n'allez pas transporter tous les produits jusqu'au port pour les transformer dans une zone industrielle qui est déjà saturée. Il faut développer d'autres zones industrielles. Donc ce développement territorial fera qu'aucune région ne doit se sentir exclue. Et c'est comme ça que vous créez des emplois partout sur le territoire national. Et les régions les plus défavorisées auront la solidarité gouvernementale et la solidarité des autres régions pour qu'elles puissent être développées. C'est ça la cohésion sociale, c'est ça bâtir une vraie nation. Monsieur Jean-Louis Billon, nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. Retour sur ce plateau pour cet entretien exclusif avec le candidat Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle et soutenu par le Congrès démocratique. Et nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission de la gouvernance. Monsieur Billon, du point de vue de la gouvernance, l'indice de perception de la corruption IPC, publié par Transparency International, a progressé passant de 36 en 2021 à 45 en 2024, traduisant une amélioration perçue du niveau de transparence dans le secteur public. Cependant, la Côte d'Ivoire fait partie de la liste des pays soumis à une surveillance renforcée par le groupe d'action financière GAFI depuis octobre 2024. Quelles seraient, selon vous, les actions à mener dans le cadre de la lutte contre la corruption? Alors, la corruption gangrène la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Pour obtenir un papier dans une administration, vous devez payer pour obtenir ce papier. Quand bien même l'agent qui est devant vous est déjà en place, en fonction, pour vous remettre ce papier et que le prix concerné concerne les thèmes fiscaux et autres. Mais il va vous demander un avantage. C'est la concussion. C'est-à-dire réclamer un paiement pour une fonction pour laquelle vous êtes déjà rémunéré. Et la concussion, c'est encore pire que la corruption. Et la corruption est partout en Côte d'Ivoire. Il y a celle qui est visible au bord de la route, et qui pénalise la femme du vivrier, qui pénalise tous les transporteurs, qui se retrouvent avec une fiscalité informelle qu'ils payent au quotidien. Ça amène des situations où même les concours administratifs sont payés par avance et vous êtes admis. Combien de parents se sont aventurés à inscrire leur enfant pour un concours administratif et sachant bien que malheureusement l'enfant va échouer s'il ne paie pas le tarif qu'on lui demande pour réussir. C'est la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, dire qu'il y a plus de transparence, c'est simplement reconnaître que nous sommes un pays corrompu. Donc, nous sommes bien parmi les plus mauvais.
Non, ce n'est pas un bon classement. Il faut sortir de cette zone rouge-là. Il faut lutter contre la corruption farouchement. Avec Jean-Louis Billon président, on mettra un terme à l'impunité. On fait des déclarations et pourtant on voit des trains de vie qui sont supérieurs aux déclarations. Et il y a plein de fonctions qui seront interdites à ceux qui gèrent les régies financières. Il est hors de question que vous puissiez être responsable d'une régie financière en Côte d'Ivoire et en même temps un élu. Et comme par hasard, on voit ces élus-là, au moment des campagnes, faire campagne en hélicoptère. On a vu en Côte d'Ivoire des DG de douane élus faire campagne en hélicoptère. Et donc, quelles seraient vos stratégies si vous êtes non, élu à la tête de la Côte d'Ivoire? Mais déjà, certains qui seront en fonction, entreprise d'État, régie financière, impossible d'être élu. Déjà ça. Ensuite, tout cas de corruption avéré sera sanctionné. Je mets un terme à l'impunité. C'est la tolérance zéro dessus. Parce que la corruption coûte aux transporteurs près de 300 milliards chaque année. Chiffre de la Banque mondiale. Ils disent entre 150 et 300 milliards de francs CFA pris sur les routes. C'est simple de mettre un terme à cela. C'est simple. Il faut punir, et ce n'est pas seulement ceux que l'on attrape en flagrant délit dans la rue, un vol à la volette qui doit se retrouver à la Maca, mais aussi la criminalité en col blanc. Selon les chiffres, le secteur informel emploie 80 et 90% de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. À Abidjan, 9 femmes sur 10 et 7 hommes sur 10 y travaillent, sans protection sociale ni salaire minimum. Quelle est votre stratégie pour améliorer cette disparité? Alors, il faut savoir que je compte réformer l'ensemble de la fiscalité ivoirienne. Elle n'est pas adaptée à notre pays. Elle est calquée sur celle de la France, parce que c'est notre pays colonisateur par le passé, et tous ceux qui dirigent l'impôt ont fait leurs études là-bas, et c'est les résidus. J'avais parlé tout à l'heure de décolonisation économique. On doit avoir notre propre système et avoir une fiscalité plus adaptée. Quand vous avez une TVA à 18%, c'est trop élevé. Il faut une TVA sociale pour des secteurs de construction, les secteurs alimentaires, pour que l'Ivoirien puisse vivre mieux et pouvoir construire. Donc il faut une TVA secteur par secteur. La TVA sociale, oui. On emprunte d'autres pays, mais on n'emprunte pas tout. En Europe, vous avez une TVA sociale pour le secteur de la construction, qui lui est fixée à 5%. Voilà des réalités. Donc, aux États-Unis, vous avez des États qui défiscalisent tout ce qui est alimentaire. Bon. Maintenant, on arrive au secteur informel. Vous voulez favoriser la formalisation. Mais quel avantage on y trouve? Quand vous payez déjà, on revient sur la corruption, des taxes sur la route, et que vous n'avez pas de retour. Il faut que depuis le bord-champ jusqu'au marché, la femme du vivrier puisse voir une amélioration en termes de logistique, en termes d'entreposage, en termes de formation pour elle-même, en termes d'urbanisme commercial, et qu'on ne vienne pas la déguerpir parce qu'elle s'est installée au bord de la route pour faire son commerce et avoir des agents municipaux qui lui prélèvent des taxes. Ça veut dire qu'elle est légale, elle est déjà fiscalisée, et on la déguerpit. Et faire en sorte qu'elle puisse avoir accès à la propriété foncière. Donc, voilà des éléments qui vont faire en sorte que le secteur informel va se formaliser progressivement.
La facture d'importation alimentaire de la Côte d'Ivoire a dépassé 900 milliards de francs CFA en 2024 selon les chiffres officiels. Pourtant, le secteur agricole reste un pilier de l'économie et occupe plus de 50% de la population active. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Parce qu'on importe trop, d'une part. Quand on est un pays qui peut produire et être autosuffisant en riz, par exemple, on se retrouve à importer plus de la moitié de notre consommation en riz. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'une TVA sociale, si vous fiscalisez trop le secteur agricole, vous le freinez. Je suis également présent au Ghana. Ce n'est pas la même fiscalité. C'est les voisins. Ce n'est pas la même fiscalité dans le secteur agricole. Eux ont compris. Pour faire plus, il faut inciter. C'est pour ça que j'ai dit, je vais engager une grosse réforme fiscale. Et le secteur agricole, qui a toujours été le moteur de la croissance ivoirienne, le premier pilier de notre économie depuis le début de notre histoire, celui-là doit continuer et faire en sorte de pouvoir nourrir les Ivoiriens. Nous sommes un pays qui est en train de basculer d'un pays agricole à un pays urbain. On trouve plus d'Ivoiriens en ville aujourd'hui. Mais c'est le monde rural qui nourrit les villes. Donc il faut favoriser ce monde rural-là. Le prendre en compte, mécaniser, développer de nouvelles filières agricoles, leur donner les intrants. Voilà comment on va avoir une agriculture beaucoup plus puissante et nous pouvons être une puissance agricole. Dans un contexte de concurrence régionale, quelle stratégie pour améliorer la transparence budgétaire, la notation souveraine et l'attractivité financière de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux? Bon, déjà, avoir un plan stratégique pour notre économie, ce qui n'existe pas aujourd'hui, parce que le gouvernement a un programme gouvernemental de construction, mais ce sont des projets juxtaposés, sans cohérence autour d'un projet économique fédérateur. Et moi, je viens avec un véritable plan stratégique qui va développer la Côte d'Ivoire. Déjà, lutter contre les monopoles et l'abus de position dominante. Ça va créer beaucoup plus d'entreprises, favoriser le réinvestissement des profits, faire en sorte que tous les acteurs économiques, depuis la petite entreprise jusqu'à la plus grande, gagnent plus. L'État est au service des citoyens, pas les citoyens au service de l'État. Donc oui, je reste confiant de ce côté-là. Et c'est là l'une de vos questions, au départ, l'atout que j'ai par rapport aux autres politiques. Acteurs économiques, acteurs politiques. Je veux rendre la Côte d'Ivoire riche. On partage la richesse, pas la pauvreté. Dans un environnement économique et sécuritaire régional en constante évolution, quelle stratégie pour la Côte d'Ivoire, pour le renforcement de sa sécurité aux frontières et comment peut-elle renforcer son positionnement en tant que hub économique sous-régional? Alors, je vais commencer par la dernière partie. Nous devons être le hub économique sous-régional. La Côte d'Ivoire a été conçue comme ça. Le port d'Abidjan a été conçu pour servir les autres pays enclavés de la sous-région, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Nous devons faire en sorte de développer le port de San Pedro, le port d'Abidjan, y mettre plus de compétition. Il est hors de question qu'on continue avec un monopole en termes de manutention des conteneurs. C'est une hérésie économique. Le rendre compétitif va ramener plus les acteurs des pays enclavés sur les ports d'Abidjan et de San Pedro. Et San Pedro ne doit pas être uniquement un port d'exportation, mais également un port à part entière. Également les aéroports, parce que je vais déplacer effectivement
pas seulement dans les mots, la capitale à Yamoussoukro. Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais nous n'y sommes pas. Ne serait-ce que ça, c'est un formidable chantier. Donc la Côte d'Ivoire sera économiquement forte. Nous devons atteindre la résilience économique. Monsieur Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview exclusive sur Africa 24. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre entretien exclusif dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et retrouvez cet entretien sur toutes nos plateformes et sur l'application MyAfrica 24. Et merci à toutes ces équipes qui ont permis la réalisation de cet entretien.